La diplomatie burkinabé se porte bien et elle reste alignée sur les objectifs de la transition. Je voudrais d'abord rendre hommage à Olivia, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant près de 2 ans en tant que ministre délégué. Et donc je saisis cette opportunité pour lui renouveler l'hommage que j'ai eu l'occasion de lui rendre à la passation. S'agissant des chantiers, je dirais qu'ils sont indexés sur les chantiers de la transition et qui sont articulés autour des champs thématiques que vous connaissez, la restauration de la sécurité, la question humanitaire, la question de la gouvernance et la refondation. Le département de la diplomatie a pour mission donc d'accompagner la réalisation de la vision de la transition en ce qui concerne ces champs thématiques. Il s'agit pour nous de travailler donc à renforcer la souveraineté de l'État. Il s'agit pour nous de travailler à améliorer le positionnement du Burkina Faso sur la scène internationale. Il s'agit pour nous de travailler à développer le levier coopération et développement pour une mobilisation conséquente des ressources pour financer les politiques publiques. Il s'agit aussi pour nous d'assurer certaines communications à l'international pour réajuster les regards sur nos pays. Parce que comme vous le savez, le grand défi que nous avons, c'est surtout la façon dont on nous observe de l'extérieur. Et cela organise et influence tous les autres aspects de la coopération. Lorsqu'on vous regarde d'égal à égal, on vous considère comme un égal. Lorsqu'on vous regarde comme un pays, comme ça l'a été durant plusieurs années, comme un pays de l'arrière-cour, on vous traite ainsi. Et il faut travailler à amener les gens à avoir le juste regard sur nos pays, sur nos économies, sur nos populations. Et ça, c'est un travail que nous essayons de le faire. Et en cela, je pense que les presses ont un important rôle à jouer. Parce que vous êtes, on va dire, la partie finalement opérationnelle donc, de ce travail à faire. Nous essayons de construire les discours qu'il faut, mais il faut que ces discours soient illustrés à travers l'excellent travail que vous faites en tant que journaliste, soit au niveau de la télé ou de la presse écrite. Alors, je dirais oui. Oui, parce que nous sommes un pays qui a davantage de respect sur la scène internationale. C'est des situations qui s'arrachent. On ne négocie pas, on ne supplie pas sur la scène internationale, on ne commande pas le respect. On doit l'arracher à travers donc ce que nous faisons, à travers ce que nous défendons comme idéal. Et notre posture diplomatique nous a conduit à une posture où nous pouvons estimer que nous avons davantage plus de respect parce que nous sommes restés longtemps victimes des clichés. Mais j'aime le dire, nos pays souffrent de leur emballage. Et cet emballage a été construit pendant des années par certains partenaires. Et cet emballage a longtemps fait peur à d'autres partenaires. C'est un emballage dévaluant, c'est un emballage qui présente des visages pauvres, mais jamais l'expertise, la capacité et le potentiel que nous avons. Nous travaillons à reconstruire cet emballage pour porter l'étiquette d'un pays sahélien qui a de la capacité et avec lequel il faut compter. Cette diversification est alignée sur la vision des plus hautes autorités et c'est porté aussi par ce désir donc de retravailler nos rapports avec le reste du monde. Il s'agit donc de renforcer notre souveraineté. Il s'agit de diversifier les partenaires et les partenariats. C'est une stratégie qui permet de renforcer le cordon sécuritaire, politique
économique et sociale dans le cadre donc, de la lutte que nous menons. Vous savez que nous devrons être sur tous les fronts. Et donc la diversification des partenaires et des partenariats répond à cette préoccupation. Mais elle a aussi la traduction d'une souveraineté retrouvée. Parce que nous étions dans des rapports où on était beaucoup plus habitué à des discours teintés d'injonctions. Aujourd'hui, nous sommes en train de réajuster ces relations pour être dans des postures où nous pouvons échanger sérieusement sur des questions de fond et où nous pouvons surtout prendre en compte les réalités, les visions et les contextes endogènes. C'est ça qui importe dans le travail que nous essayons de faire. Cela peut nous rapporter, je dirais, d'abord une reconnaissance corrigée en tant que pays partenaire et non pays, comme je dis toujours, à l'arrière-garde. Vous savez, on a commis l'erreur pendant des années en essayant dans nos négociations, de toujours, à la limite, revendiquer la charité, la solidarité internationale. Ça nous fait oublier notre capacité, notre potentiel. À l'international, on vend ses capacités, on vend son potentiel, on ne vend pas ses défauts. Et nous avons, pendant des années, commis cette erreur en mettant au devant, et cela transparaît dans pratiquement beaucoup de documents, quand on négocie des financements, on va dire nous sommes un pays pauvre, très endetté, on est 172e classement, nous sommes un pays où se querelle le chômage, la délinquance et autres, pour pouvoir obtenir des financements. Eh bien, c'est une stratégie qui peut payer, mais ce n'est pas une stratégie qui fait payer dans la durée et dans l'efficacité. Aujourd'hui, il s'agit de travailler à montrer que oui, nous sommes un pays pauvre, mais nous assumons notre pauvreté et nous savons où nous voulons aller. Oui, nous avons une jeunesse qui chôme, mais nous avons une jeunesse qui a de la valeur et qui sait se faire valoir, qui a une certaine expertise. Donc, si vous voulez, l'inversion de la tendance, c'est de faire en sorte qu'on puisse nous compter parmi les alternatives de demain, parmi les solutions de demain. On a souvent dit que l'Afrique, c'est le continent d'avenir, mais l'Afrique est composée de nos pays. Nous ne pouvons pas être le continent d'avenir si nous-mêmes nous ne sommes pas des hommes d'avenir. Donc le travail, c'est qu'il faut que chacun de nous change son regard vis-à-vis de lui-même pour se revaloriser, se réévaluer, et c'est comme ça qu'on peut se faire respecter à l'international. Je parlais tantôt d'emballage. Ces pays aussi souffrent, il me semble, de la même étiquette que nous. Je suis revenu du Venezuela il y a 2 jours de cela. Avant d'aller, j'ai passé le temps à fouiner sur Internet pour voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Et à chaque paragraphe, la question de l'insécurité, de la criminalité apparaît et tout ça. Eh bien, je vais vous dire, j'arrive à Caracas, j'ai fait 4 jours, j'ai pas vu d'incident, j'ai vu un peuple, j'ai vu des supermarchés bondés, mais quand on regarde les documentaires, souvent même on dit qu'il y a, pour avoir du papier hygiénique, c'est compliqué. Donc vous voyez qu'il y a une certaine restitution de l'image de certains pays qui fait peur et qui repousse et qui vous freine dans votre élan. Nous avons décidé de franchir le pas et d'aller nous-mêmes constater et de nouer nos partenariats et c'est organiser autour des intérêts du Burkina Faso. Donc je dirais que ce choix, c'est l'expression d'une souveraineté en reconquête. Ce choix aussi, c'est la volonté d'aller vers des partenaires avec lesquels on peut avoir davantage matière à coopération. La défense de nos intérêts, c'est le pilier, c'est le levier qui organise l'action diplomatique. Et le fait de réchauffer nos relations avec le Venezuela
c'est aussi dans ce cadre. Vous savez que c'est un pays, comme je le dis, qu'il faut connaître, non pas à travers la littérature, mais à travers une immersion dans l'environnement réel des Vénézuéliens. C'est un pays qui a certes des difficultés, mais c'est un pays qui a un potentiel. Et en relations internationales, l'un des critères et ce qui compte, c'est surtout ce potentiel. Ils ont un potentiel énergétique, ils ont un potentiel en matière d'agriculture, ils ont des potentiels qui convergent avec les besoins que nous avons et nous pensons que c'est des partenaires avec lesquels nous pourrons travailler dans le court et le moyen terme. Voilà un peu ce qui justifie donc cette démarche vis-à-vis du Venezuela. Une vingtaine d'accords, des mémorandums, des accords qui touchent beaucoup de secteurs. Ça va de l'énergie au commerce, ça va de l'éducation à la culture et à la recherche. Donc, je dirais que nous avons signé au moins 21 instruments, plus le PV, et qui pourront nous permettre donc d'avancer à un niveau beaucoup plus concret dans la matérialisation de notre coopération. Ces accords sont un premier niveau qui jette les bases juridiques donc, de notre coopération dans des secteurs d'intérêt majeur partagés. Et il revient maintenant aux différents ministères sectoriels de travailler à leur donner un contenu. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, ou du commerce, vous avez le mémorandum d'entente que nous avons signé concernant donc, les hydrocarbures. Et ça fixe un certain nombre de principes de partage de responsabilités, mais aussi de facilitation que nous essayons de négocier avec ces pays-là. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, nous avons besoin de cette énergie pour pouvoir donner un nouvel élan à notre industrie, au secteur de transformation. Et donc en cela, nous avons besoin de diversifier nos partenariats. L'avantage, c'est que ça vous donne la possibilité de choisir entre plusieurs partenariats, plusieurs partenaires, et puis d'aller vers le moins 10 ans. À ce stade, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une ouverture de part et d'autre à ce que nous puissions avoir des partages d'expérience. Vous savez, nous n'allons pas vers ces pays-là toujours en demandeur. Nous allons aussi avec des offres. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez la zone du Sahel, je ne vois pas cette armée-là dans le monde. Et ça, je pèse mes mots, qui a plus d'expérience que les armées du Mali, du Burkina et du Niger en matière de lutte contre le terrorisme, en tout cas dans le contexte sahélien. Parce que nous y sommes, ça fait plusieurs années, nous avons perdu énormément, la facture macabre a été élevée et nos soldats ont tiré beaucoup de leçons. Et aujourd'hui, je pense que nous avons les armées les plus performantes en matière de lutte contre le terrorisme. Et en cela, nous restons une expertise non seulement dans la sous-région, mais en Afrique. Et c'est quelque chose dont il faut parler avec fierté. Nous avons fait les notifications officielles à la CEDEAO de notre retrait avec effet immédiat. Nous travaillons toujours à renforcer la structuration et dès demain même, nous accueillerons ici à Ouaga les ministres du Mali et du Niger en charge des finances, en charge des affaires étrangères, en charge de l'administration territoriale, en charge des mines, pour continuer à discuter autour donc de la structuration que nous souhaitons au sein de ce nouvel espace, qui pour nous est l'entité la plus pertinente, pour plusieurs raisons. D'un point de vue géographique, il y a assez de similitudes, nous partageons les mêmes défis, les populations ont presque la même histoire, et donc en termes de planification et développement, en termes d'échange, de procédés, nous nous comprenons mieux.
et ça donne plus d'efficacité. Au niveau de la défense, vous avez les armées, les forces de défense et de sécurité qui font déjà un excellent travail de mutualisation sur le terrain et qui nous permettra à très court terme d'inverser la tendance. Donc je dirais que la dynamique AES est en marche. Elle pose chaque jour des pas de plus en plus sûrs et de plus en plus structurés. Et bientôt, nous allons avoir le collège des chefs d'État qui va se réunir. Et c'est à cela que nous allons travailler le 15 février prochain, ici à Ouaga même, sous le leadership du Burkina Faso. Parce que les mêmes textes de la CEDEAO prévoient déjà au chapitre 2 que le principe majeur c'est la solidarité, que c'est l'interdépendance, que c'est le soutien mutuel, que c'est la défense de la paix. Et ces mêmes textes ne prévoient pas d'annexion au sens où, dans le sens de ce que nous avons vécu avec le Niger. Les mêmes textes ne prévoient pas d'instrumentaliser l'UEMOA pour confiner financièrement et économiquement un pays et tuer l'économie de la sous-région. Donc ce sont des textes et des mesures qui, en eux et en elles-mêmes, ont porté les justifications de la revendication que nous avons faite. Je dirais que les constats de la CEDEAO et les déclarations qui sont régulièrement faites me font peur parce qu'elles restituent la distance qu'il y a entre certains dirigeants de la CEDEAO et la réalité de terrain. Ça restitue leur méconnaissance de la situation réelle. Et justement, l'un des motifs de frustration qui a poussé les États du Sahel à se rendre compte que tant que nous n'allons pas nous refermer sur nous-mêmes pour développer des mécanismes endogènes de défense et de sécurité, les autres apparemment voient toujours le problème de loin. Ici, nous avons vu l'insécurité au nord Mali comme si c'était lointain, jusqu'à ce qu'un beau matin, il y ait une explosion au centre-ville, ici à Ouaga. Donc nous sommes mieux placés pour savoir que ce phénomène, lorsqu'il est déclenché, c'est que c'est déjà étalé. Et aujourd'hui, quand des leaders de la CEDEAO oublient carrément que la contrainte majeure de notre espace, qui aspire à être un espace d'intégration économique, fait face à une situation gangrène, qui est l'insécurité, et qu'ils continuent de penser que ceux qui sont au pouvoir se retirent juste pour se maintenir, je crois qu'ils n'ont pas encore compris la menace réelle dans laquelle les États même se trouvent. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je crois qu'ils doivent davantage aller à l'écoute du terrain pour comprendre la situation réelle. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire un travail, non pas pour la sécurisation seulement de leur espace, mais finalement pour toute la CEDEAO et pour toute l'Afrique. Et si ils ne reviennent pas rapidement à la raison, de comprendre que la solidarité qui est théoriquement inscrite dans le traité révisé de la CEDEAO doit l'être plutôt sur le terrain, je pense qu'on est en train de courir un très grand risque. Et ce risque transparaît déjà quand vous avez vu les conclusions de la dernière réunion ministérielle. La CEDEAO continue toujours d'activer une force en attente. Mais nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de force en action. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'insécurité que nous vivons menace l'économie sous-régionale et que cette insécurité aujourd'hui ne peut pas être réglée avec des forces en attente. Là où nous sommes, il faut des forces en action. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau des trois pays. Donc je dirais que leur déclaration vaut ce qu'elle vaut, mais la réalité est qu'ils doivent davantage être plus proches des populations et mieux comprendre l'esprit de la CEDEAO des peuples. En ce moment, ils comprendront la position des trois pays. Je dirais que c'est faire le choix entre les principes et le réalisme. La CEDEAO est toujours dans une école de principes, que ce soit bon ou mauvais,
C'est un peu comme quand vous êtes en circulation, on vous dit le feu vert, il faut passer, le feu rouge, il faut s'arrêter. La circulation est telle qu'on se dit, essayons de laisser le feu vert passer 2 fois. Il y a des gens qui disent non, le vert, il faut forcément passer. Mais oui, ils ont raison, il faut passer. Sauf que lorsqu'ils passent, ça va aggraver la situation. Donc on est vraiment dans cette situation. Et le président béninois, sa déclaration montre que quelque part, je pense qu'il y a eu un sursaut de dire soyons réalistes. Ce que nous avons fait, ça comporte du tort, ça comporte des germes d'injustice, ça comporte des jugements erronés, ça comporte une lecture souvent travestie de la situation. Allons à la réalité, sinon l'héritage, parce que l'économie de la sous-région, la CEDEAO qui a été créée depuis 1975, nous avons tous hérité de cet espace et c'est eux qui sont en train de désintégrer cet espace qui a vocation d'être un espace d'intégration économique. Donc je pense que sa déclaration montre à souhait, et je suis sûr que beaucoup de chefs d'État le pensent aussi, de dire que ce n'était pas de bonne décision. Et voilà. Elle aura également des conséquences positives sur les populations. Ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'État ne vont pas prendre une décision qui aille à l'encontre des intérêts des populations. Leur engagement, leur motivation est indexée sur les aspirations des populations. Donc à ce titre, ils ne prendront pas des décisions qui vont aller à l'encontre des populations. On voit effectivement les questions de libre circulation des populations, tout le monde craint. Et c'est aussi lié au fait qu'on nous a appris à nous lire nous-mêmes comme étant toujours des pays dépendants des autres. Mais on oublie que nous sommes dans des relations d'interdépendance. La libre circulation des personnes et des biens, ça ne se fait pas d'un sens à un autre, ce n'est pas un sens unique, ça va dans tous les sens. Et cette question n'est pas réglée seulement par le traité de la CEDEAO. Vous allez voir le traité révisé de l'UEMOA. Il y a aussi la question de libre circulation, les droits d'établissement et tout ça des personnes et des biens. Nous sommes toujours membres de l'UEMOA. De toute façon, les populations, comme je l'ai toujours dit, ont toujours été en avance sur les institutions. Ces mécanismes de circulation se passent des frontières administratives qui ont été imposées pour nous diviser. Il y a une dynamique d'ensemble historique entre les populations et qui va continuer d'exister. Deuxièmement, les pays membres de la CEDEAO pris individuellement n'ont pas de problème avec le Burkina Faso, ni le Mali, le Niger. Donc à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait des inquiétudes à se faire. Nous aurons des arrangements spécifiques selon les thématiques pour pouvoir apporter des réponses en tenant compte donc de la situation des populations. Avant même que cette mesure ne soit prise, il y a déjà des tracasseries. En réalité, quand vous allez pour sonder la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens, le Burkina Faso est le pays modèle en ce qui concerne la libre circulation. Et c'est pour ça qu'on avait été désigné champion. En dehors de cela, pratiquement dans tous les autres pays, ce protocole a été régulièrement violé. Le Nigeria a fermé sa frontière plusieurs fois avec le Bénin. Il l'ouvre quand il veut. Vous allez dans certains pays, nos compatriotes sont traités souvent à la gueule, ça dépend du contexte et tout ça. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure à se faire à ce niveau. Et comme je dis, nous avons des problèmes avec une institution, nous n'avons pas de difficultés avec les pays voisins avec lesquels nous avons de très bonnes coopérations de longue date. Nous avons été tous témoins de ce qui arrive au Sénégal et je pense que la situation est en train de parler d'elle-même.
Et la question du report des élections au Sénégal est un indicateur qui vient renforcer la longue liste des indicateurs de la mauvaise santé de la CEDEAO. Quand on regarde aujourd'hui les déclarations qui sont faites concernant la situation au Sénégal et qui va certainement connaître un report des élections malgré ce que ça va avoir comme impact. On attend de voir comment est-ce que la CEDEAO va régler cela. Donc si vous voulez, c'est justement cette démarche, on va dire, non responsable de la CEDEAO. Cette démarche différenciée selon les pays, selon les acteurs, au sein d'un même espace, qui est à l'origine donc de la situation que nous vivons. Prendre la décision subite de reporter les élections et puis aller tout de suite essayer de faire les différents réglages au niveau de l'Assemblée nationale, je ne vois pas fondamentalement la différence entre ce qui se passe là-bas et ici. Encore que eux, ils sont un pays en paix. Donc quand quelqu'un est capable de reporter sine die les élections, je ne sais pas s'ils avaient une situation d'insécurité comme au Burkina Faso, comment est-ce que cela se présenterait. Donc je pense que la CEDEAO a des procédures et des actions qui comportent leur propre germe de dysfonctionnement. De toute façon, nous sommes dans une autre dynamique ici au niveau de l'AES, c'est de travailler à créer un environnement suffisamment sécurisé pour relancer la prospérité de l'espace. Ce n'est pas parce qu'on entend de moins en moins parler du traité qu'il n'est pas en cours. Ce traité comporte un certain nombre d'accords, d'instruments juridiques, de coopération qui sont organisés autour de deux grands types de projets. Il y a ce qu'on appelle les grands projets intégrateurs, tels que les autoroutes et autres, et puis des projets thématiques de coopération sectorielle dans le domaine de l'orpaillage, l'environnement et plusieurs autres secteurs. Ça fonctionne. Vous avez régulièrement des délégations, des échanges de délégations entre les deux pays qui travaillent sur des questions thématiques. Tant que ça concerne la question du développement, on n'a pas de problème particulier. La Côte d'Ivoire reste un pays partenaire du Burkina. Les Ivoiriens et les Burkinabés ont une histoire qui est devenue aujourd'hui un patrimoine que nous sommes obligé de sauvegarder. Bien sûr, au niveau politique, il peut y avoir des divergences dans le style, dans les discours, mais la réalité de la coopération, elle reste. Et donc, je dirais que beaucoup de programmes inscrits dans le cadre, négociés dans le cadre du TAC, continuent donc de se mener. Certainement, lorsque le moment propice viendra, on va avoir ces consultations. Mais pour le moment, au niveau sectoriel, entre les sectoriels, il y a des échanges qui se poursuivent. Il y a plusieurs mécanismes de suivi donc, des accords au niveau des TAC. Vous avez le ministère à ministère. Vous avez aussi le cadre où les experts de l'ensemble des ministères se retrouvent. Ce cadre devrait se tenir, je crois, l'année dernière et ça n'a pas pu pour des questions de programmation. Et puis vous avez aussi le conseil de gouvernement et puis le sommet. Donc pour nous, tant que le côté opérationnel fonctionne, on peut dire qu'il n'y a aucun problème. Les autres cadres dont vous parlez, c'est des mécanismes de suivi, de réorientation et ça c'est beaucoup plus au niveau stratégique. Voilà. Comme je vous l'ai dit, entre les Ivoiriens et les Burkinabés, c'est des relations de frère à frère, c'est des relations de parents. Nous avons un niveau d'intégration aujourd'hui qui est tel que nous sommes condamnés à cheminer ensemble. Les Ivoiriens ont besoin du Burkina comme le Burkina aussi a besoin de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais que nos relations sont celles d'une famille où on se dit les choses avec sincérité. Ça peut brûler, ça peut toucher, mais il faut se parler entre frères.
Mais nous n'avons pas non plus d'ambassadeur en France actuellement. Donc il n'y a pas eu de rejet de propositions. Peut-être qu'ils ont fait des propositions qui n'ont pas encore reçu de réponse, mais il n'y a pas eu de rejet comme ça en tant que tel. Voilà, donc, alors, notre coopération est régulièrement réajustée à la dimension des intérêts que nous partageons. Voilà, donc je dirais que nous avons jugé que dans le domaine militaire, la coopération n'était pas à la hauteur de ce que nous attendions. Donc on a mis fin, la France a suspendu certaines contributions au niveau de la coopération au développement. Nous en avons pris acte et puis bon, on essaye d'avancer. C'est des actes qui sont pris de manière souveraine. Et voilà. Mais cela dit, ils ont un chargé d'affaires ici, nous avons un chargé d'affaires à Paris et nous essayons de maintenir ce point de contact-là. C'est difficile de répondre par l'affirmatif à partir seulement de ce don, parce que cela a été fait dans le cadre purement bilatéral, c'est dans le cadre de nos rapports avec l'Allemagne. Donc c'est très difficile de l'extrapoler sur l'espace purement européen. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a nécessité de travailler toujours à ce que beaucoup de pays européens essayent, comme on le dit, pour une fois, de porter les lunettes qui leur permettent d'avoir une lecture juste de la situation au Sahel, de la situation au Burkina, au Mali et au Niger. Parce que de leur perspective, il y a pas mal de points qui tronquent en fait la lecture qu'ils ont. Certainement parce qu'ils s'informent à des sources qui sont elles-mêmes pas très bien informés, ou en tout cas parce qu'ils sont influencés par d'autres paramètres. Mais dans tous les cas, nous travaillons justement à faire comprendre que ce que nous sommes en train de faire ici comme travail, ça s'inscrit non pas hors du cadre de ce que les uns et les autres revendiquent en matière de construction de la paix, en matière de construction et de mise en place des institutions républicaines fortes. Il avait dit Ça se fait déjà à travers les actes que nous posons. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, nous avons pendant des années essayé de parler au monde. On n'a pas été audible. Lorsqu'on l'a été, on n'a pas été très bien compris. On a pris la décision de mutualiser nos forces et de travailler à la sécurisation de notre territoire, et on y arrive très bien. Ici, il y a cette approche endogène qui est basée sur les volontaires pour la défense de la patrie. Au Mali, ils ont leur approche, au Niger aussi, mais dans tous les cas, les forces de défense et de sécurité sont arrivées à trouver leur rythme et ils travaillent ensemble. Donc c'est d'abord de montrer que nous sommes capables de travailler à sécuriser notre territoire. Deuxièmement, c'est que politiquement, c'est que nous n'allons plus laisser des décisions qui viennent confiner et compromettre l'avenir de nos populations. Le Niger, aujourd'hui, souffre énormément de ces mesures injustes qui ont été prises par la CEDEAO. Comme je le dis, je ne comprends pas pourquoi un paysan du confin du Niger va souffrir des questions de médicaments, parce que la CEDEAO a décidé qu'on doit fermer les frontières et qu'on doit arrêter toutes les importations et tout ça. Donc, le changement de regard, c'est d'abord de montrer que nous sommes capables. Et nous sommes en train de développer des capacités endogènes. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où nous avons rompu ces liens-là, nous pourrons amener les gens à comprendre que nous ne sommes pas que des pays à classer sur la liste ceux qui sont dans cette approche de mendicité et autres. Non, nous voulons des partenariats, nous ne voulons pas de la charité.